Il paraît que tout le monde ne doit pas devenir parent. Ne devient pas parent qui veut, mais qui peut. C'est pas parce que tu as la possibilité d'aller avec un homme que tu vas devenir une maman, ou c'est pas parce que tu as la possibilité d'être avec une femme que tu vas devenir papa. Ça s'apprend. D'accord? Pour ne pas faire des erreurs. Alors aujourd'hui, on va en parler dans le détail dans cette émission préférée que vous aimez de tout votre cœur. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Il est 13h05, l'heure où les femmes d'ici prennent le pouvoir partout sur la planète. L'heure où les femmes sont toujours fortes et au-dessus. On applaudit les filles. Dija Soro, bonjour. Oui, bonjour Kadi Touré. Bienvenue chez les Femmes d'ici. Merci. D'accord. C'est vendredi là, je sens que... Ouais, c'est vendredi, donc ça va. Je suis trop contente. Le vendredi, c'est mon jour préféré de la semaine. Yasmine Reda. Hello. Ça va, les filles? Vous allez bien? Oui. Je vais très bien. Okay. C'est pas vendredi, mais c'est vendredi. Ah ouais. Je n'ai même pas posé question. C'est elle seule qui a traité tout. Oui. Vendredi is a happy day. Mais ce qui me fait mal, c'est que l'invité de Kadi d'aujourd'hui, là, c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Il a lui posé la même là. Ben, la dernière fois, il voulait me dire 2 mots, mais j'ai eu peur. Non, il a peur de lui. Je vais m'asseoir tranquille. Non, lui, là, seulement, il a peur de lui. Il ne faut pas avoir peur de lui. Alors, justement, je vais présenter l'invité qui n'est plus à présenter. Je pense que lui, ce sera notre psychologue qui aura notre brassard. On a notre coach qui a le brassard. Ouais. Ce sera le psychologue avec le brassard. Nour Bakayoko est là. Nour Bakayoko, bonjour, Nour. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. Ouais. Avec ce beau visage rayonnant et charmant. Ah, flatté, mais bon. Oui, c'est ça, exactement. Non, nous, c'est comme ça, on est. Alors, les filles, j'avoue que j'aime beaucoup le sujet du jour parce que ça peut choquer des gens. Mais comme on le dit, tout le monde ne doit pas être parent. C'est vraiment pas parce que tu as la capacité de faire l'amour 3 fois par jour que tu vas devenir maman. C'est prescription. Non, mais parce que c'est vrai, quoi, en fait. Ouais. Et c'est tellement vrai. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, on en parle dans le détail pour que chacun même se reconnaisse. Parce que peut-être que nous, on va se dire, ah, finalement, est-ce qu'on devrait ou pas? C'est vrai. Il y en a qui reconnaissent, qui disent, ils ont eu l'enfant, mais ils te disent, finalement, je ne suis pas prêt, en fait, à éduquer cet enfant, à prendre la responsabilité d'être parent. J'ai encore une vie à vivre. C'est ça. Donc, ouais, il y en a qui reconnaissent. C'est mieux, ça, chauffer au. Moi, j'avoue que dès que tu m'as parlé du sujet, dès qu'on a parlé, je me suis dit, ça m'a rappelé tout de suite les parents qui maltraitent les enfants. Ça m'a rappelé les mamans qui laissent les enfants se faire maltraiter par le beau-père. Des enfants qui subissent des sévices, mais pas possible. Et je me suis dit, bon, tiens, ça colle bien au sujet. Ouais. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être... ne doit pas être parent. Ne doit pas être parent. Tout le monde peut être, mais ne doit pas être. C'est ça. Ouais. Alors, on va essayer de voir si les Ivoiriens pensent pareil. On vous a posé la question aujourd'hui. Quelles aptitudes faut-il avoir pour être parent? On vous écoute. Être parent, c'est un peu compliqué. Au moins, il faut avoir du boulot, il faut être marié, il faut être parent pour pouvoir donner des bonnes éducations aux enfants. Et puis de pouvoir donner des bonnes éducations à ton entourage aussi. Si tu n'as pas de travail, tu peux être parent. De nos jours, les gens deviennent parents comme ça pour ne pas... Je ne sais pas quoi. Il faut être parent, comme je l'ai dit, il faut être parent quand tu travailles, quand tu as au moins les moyens pour pouvoir aider la personne qui vient de naître, c'est un niveau né, il ne connaît rien. Tu dois l'éduquer à ta manière. Je pense que pour être parent, il faut d'abord être responsable. Il faut avoir au moins un sens normal de la vie, c'est-à-dire une expérience de la vie. Parce qu'un enfant de 18 ans qui aujourd'hui est parent, comme malheureusement on le constate de nos jours, c'est un peu dangereux pour la société parce que cet enfant-là, qui a 18 ans, qui n'est même pas majeur, n'a pas, une expérience palpable de la vie. Donc du coup, quel conseil et qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Alors que par exemple, un père de famille qui a déjà eu au moins 2, 3 enfants, qui a au moins 34, 40, 45, 50 ans, au moins il a une expérience de la vie. Je ne dis pas forcément qu'il faut être vieux,
pour être sage. Mais généralement, nous savons qu'avec l'âge, on gagne plus en maturité et on gagne plus en expérience. Donc moi, pour ma part, pour être parent, d'abord, il faut être majeur, il faut être responsable. Tout le monde peut être parent, il faut seulement être prêt, c'est-à-dire avoir déjà un travail et pouvoir s'occuper de sa famille. Et beaucoup d'amour, il faut aimer les enfants. Ouais. C'est ça l'essentiel. Maintenant, pour les enfants qui prennent des grossesses précoces, il faudrait qu'il y ait une information, une instruction au niveau des écoles d'abord. Parce que les parents, souvent, ils ont honte de parler, surtout les hommes, ils ont honte de parler de leurs enfants, de la sexualité à leurs enfants. Mais au niveau de l'enseignement, les enseignants peuvent commencer déjà à leur apprendre ce que c'est que le préservatif. Il faut faire attention parce que ça va arriver tôt ou tard. L'enfant va sortir avec quelqu'un et puis ce sera de la grossesse. Donc pour éviter les surprises, il faut déjà anticiper. D'accord, ok. Oh là là. C'est bon. C'est vrai qu'en Afrique, enfin, je ne sais pas si c'est en Afrique ou si c'est partout, généralement on se dit quand tu te maries, c'est que tu dois avoir un enfant. On te presse même. Tu t'es marié, c'est quand tu veux un enfant là. Ou alors quand tu as un travail, on se dit voilà, c'est le moment d'avoir un enfant. Ou alors quand tu prends de l'âge, on se dit c'est le moment d'avoir un enfant et tout ça. Donc je pense que, est-ce que tout ça c'est vraiment vrai? Ce sont des choses qu'on voit dans la société. Mais ce qu'il y a à dire, c'est qu'on devient parent pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup qui deviennent des parents par imitation, des parents par pression, des parents à cause du regard des autres. Et puis il y a d'autres qui deviennent des parents par choix. Qui deviennent parents par choix. Maintenant, par rapport à tout ce que j'ai cité, mais forcément il y a des prérequis avant d'être parent. C'est ça. Donc si on ne fait pas attention à ces prérequis-là, on met au monde soit une charge ou bien soit un bourreau de demain. Comment on va l'éduquer, comment on va le construire. Donc déjà, pour être parent, il faut d'abord être équilibré mentalement soi-même. Il faut avoir un bel équilibre psychologique. Parce qu'une personne qui est encore dans ces histoires du passé, qui n'arrive pas à réguler ses émotions, qui n'arrive pas à se concentrer au niveau de la vie, quand cette personne a fait un enfant, lui transmet ça en héritage. Lui transmet ça en héritage. Le deuxième volet, c'est que est-ce que la personne est responsable d'elle-même? Est-ce que la personne est responsable d'elle-même au niveau social? On ne demande pas d'avoir des millions. Mais est-ce que si l'enfant vient, ce que tu as, est-ce que ça peut permettre déjà à l'enfant de mieux s'épanouir? Et puis le troisième aspect, c'est qu'on peut être dans un environnement, dans un type d'environnement donné, et puis vouloir forcément faire un enfant. Par exemple, quelqu'un qui est en prison, il ne peut pas dire qu'il va faire un enfant là, parce que l'environnement ne s'y prête pas. D'accord, ok. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser soi-même. Ce sont des questions, en réalité, qu'il faut se poser pour être plus rassuré vis-à-vis de soi-même. Et puis, il y a des questionnements internes. Il y a des questionnements internes. D'abord, qu'est-ce que je veux dans la vie là? Qu'est-ce que je vaux? Quelle est ma valeur? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je peux supporter? Qu'est-ce que je ne peux pas supporter? Est-ce que là même où je suis assis et puis je parle là, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que si l'enfant vient, je pourrais l'éduquer comme je le veux? Je pourrais lui donner l'éducation qui sied à ma compréhension. D'accord, vas-y. Alors, à vous entendre, on dirait qu'avoir un enfant, c'est tout un calcul. Mais moi, dans mon entendement, je pense que l'enfant, c'est le fruit d'un amour entre deux personnes. C'est quelque chose de merveilleux et de beau. Et en général, quand deux personnes s'aiment, ils ont toute la capacité ensemble de pouvoir élever l'enfant, mis à part le côté financier. Mais maintenant, s'il faut faire beaucoup de calculs, est-ce que calculer comme ça, c'est pas un peu trop, à votre avis? Parce que j'ai l'impression que si on doit trop calculer pour mettre un joli être au monde, puisque nos différents livres spirituels nous disent qu'il faut multiplier le monde, et on essaye de le faire, mais avec tous ces aspects que vous citez, ça devient un peu compliqué dans la tête d'une personne comme moi, par exemple. Permettez de ne pas m'élever à votre niveau qui est assez difficile dans la psychologie. Donc vraiment, deux personnes qui s'aiment, ensemble. Ça dépend de l'habit que tu portes ce jour-là. Donc comment tu parles? C'est l'habit qui a fait qu'il a oublié. Il a pensé qu'il voulait m'envoler, et puis monsieur rappelle qu'il faut revenir. Et puis son regard m'a coupé mon cœur. Donc il a eu le moto qu'aujourd'hui là. Je peux parler un peu.
Mais il me voit tout en haut. Donc, tu comprends, non? Hein, non, d'accord. Mais effectivement, c'est voilà, qu'elle dit, c'est que normalement, quand deux personnes s'aiment, amour. on se dit que, voilà, on s'aime, on a envie d'avoir la preuve de notre amour, là, comme ça. On se dit que ça lie les enfants. C'est ça. Hein? Regardez, les gens pensent que quelque chose qui nous fait du bien est forcément bon. Nous, Bakayoko. Iko Kakbrele. Je te dis. C'est ça. Quelque chose qui nous... doux n'est pas toujours bon, quoi. Voilà, qui nous fait du bien est forcément bon. Voilà, donc, c'est circonstanciel tout ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai, on s'est mis ensemble, on s'aime. Maintenant, on dit l'enfant, c'est le fruit de notre amour. Or, la personne qui naît là, c'est un être humain. C'est un être humain. C'est pas comme une mangue que vous allez aller cueillir pour dire voici le fruit. Ça, c'est un objet. Ou bien une maison que vous allez construire, ça, c'est un objet. Mais un enfant, c'est un être humain. Elle a parlé tout à l'heure de calcul. En réalité, tout va dépendre de l'intelligence même des deux personnes qui sont là. Parce que l'intelligence, ce n'est pas forcément logico-mathématique ou encore verbo-linguistique. Il y a l'intelligence... Non, pardon, il y a ce qu'on appelle... Verbo-linguistique. Bon, en fait, il y a 8 formes d'intelligence qui ont été développées, etc. Donc, on a ce qu'on appelle l'intelligence verbo-linguistique, logico-mathématique. C'est ce qu'on met dans le QI, le quotient intellectuel. C'est ce qu'on a à l'école. Et puis, on a l'intelligence intrapersonnelle. Ou si vous voulez, l'intelligence émotionnelle. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a une bonne intelligence émotionnelle? Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle l'intelligence sociale. OK. L'intelligence sociale. Tout ça pour faire un enfant, effectivement, ça fait beaucoup. Donc, ça va d'abord aller... Est-ce que les parents, là, ils sont prêts au niveau émotionnel? Est-ce qu'ils sont prêts au niveau social? L'amour seul ne suffit pas. D'ailleurs, même dans les histoires de couple, l'amour, c'est un plus. Donc, en réalité, l'amour seul ne suffit pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les organes biologiques pour pouvoir faire un enfant, on va faire un enfant, et puis on se rend compte qu'en réalité, lui, là, pour l'éduquer, c'est tout un tas de problèmes, c'est compliqué. Mais parfois, quand l'enfant arrive, ça vient pas équilibrer le couple, au contraire. Quand l'enfant arrive, ça déséquilibre parce que soit il y a un qui est prêt et l'autre s'est dit, bon, si elle est prête à avoir un enfant, autant le faire. Mais lui, personnellement, il n'est pas prêt à élever un enfant. Donc, quand l'enfant arrive, le papa va être très distant, il ne va pas s'en occuper, la maman sera toujours dans la plainte. Et finalement, ça crée un déséquilibre plutôt que de représenter le fruit en fait, de l'amour qui est entre deux personnes. Donc moi, je suis complètement d'accord. Je pense même qu'il faut en parler en tant que couple. Est-ce qu'on est prêt à avoir des enfants? Est-ce que tu es prêt à avoir des enfants? Aujourd'hui, il y a des gens qui assument le fait de ne pas vouloir d'enfants. Ils disent, moi, je ne veux pas avoir d'enfants, j'ai une vie à vivre, j'ai plein de rêves que je veux réaliser, je ne veux pas d'enfants pour me mettre des bâtons dans les roues. Ils le disent, ils assument. Il faut assumer surtout en fait, le regard des autres. Parce que je pense qu'on a une grosse pression ici, sociale, et c'est ce qui fait que les gens sont dans le rush pour avoir un enfant. Alors, si vous me permettez, si vous voulez compléter, vous voulez répondre à ça? Terminer. Jusqu'à vous en compléter, vous voulez répondre à compléter encore? Je veux dire que vous avez dit quelque chose qui est très importante. Pourquoi? Le regard des autres. Parce que depuis on vit, on est toujours là en train de voir ce que les autres vont voir, etc. Souvent, on n'est même pas prêt à faire quelque chose. Mais le regard des autres est tellement pesant qu'on se dit, ben, bon, on va faire comment? Donc, comme je l'ai dit si bien, regardez, réfléchissez seulement 5 secondes à un moment et puis vous vous demandez, jusqu'à aujourd'hui, où on est sur le plateau, là, à quel moment vous avez vécu pleinement pour vous-même? Grande question. Bonne question. Vraiment, depuis que mon fils a 18 ans, j'ai vu pour moi-même. Donc, vous allez voir que... La majorité, quand l'enfant a la majorité. Quand vous allez voir votre vie, si vous avez vécu pour vous-même, c'est seulement une partie minime, ou même presque pas. Mais le temps de prendre conscience qu'en réalité, je me suis construit un personnage que les autres veulent, et le vrai moi est là, en train de patauger dans la boue de notre cœur. Donc, arrivé à un moment donné, il faut être soi-même pour que les autres soient comme nous on veut. Voilà pourquoi, quand tu es prêt à faire un enfant, quand tu es suffisamment équilibré et que tu es suffisamment prêt pour faire un enfant, tu fais un enfant, tu assumes, tu t'en occupes. Parce que dans le couple, comme elle a dit, il y a un qui est prêt, il y a un qui n'est pas prêt. Et celui qui n'est pas prêt va dire, bon d'accord, c'est pas grave, on va faire. Donc l'enfant devient comme un don pour l'autre. Donc c'est comme si elle t'a fait un cadeau. Voilà ton cadeau là, il faut t'en charger. Alors, moi, je suis vraiment totalement à gauche de tout ça. Je pense qu'en tant qu'Africain, bon, ça ne rentre pas trop dans nos façons de réfléchir. C'est vrai que c'est très bien dit, quand on veut s'ouvrir au monde,
il faut penser, comme vous le dites, avec beaucoup de calme. Mais je suis avec mon mari, et mon mari ne veut pas faire d'enfant. C'est pour ça que je pense que peut-être que la base, avant de faire un enfant, serait d'être sûr que l'homme avec qui on est ou la femme avec qui on est la bonne personne. Parce que si vous êtes prêt à vous ranger, et que cette personne est aussi prête à se ranger, c'est pour construire une famille. On ne se met pas ensemble pour avoir des constructions, sinon je peux m'associer avec Kadi, on ferait de très bons business, on serait très prospère, empire woman, comme on le dit. Mais je pense qu'en couple, c'est parce que justement, le fruit du couple, c'est de multiplier les familles, multiplier le nom, perpétuer le nom, ainsi de suite. Un Français qui est boulanger attend que ses enfants reprennent son business. Donc les enfants sont toujours bienvenus dans des bons calculs. Mais en tant qu'Africains, je pense que nos mamans, dans les villages ou ailleurs, ont su nous éduquer selon le peu de moyens qu'elles avaient. Peut-être ce qui peut déranger, c'est de faire beaucoup d'enfants qu'on n'a pas d'argent. Là, oui, parce qu'on envoie les enfants vraiment à peut-être mendier ou bien à sortir dans la difficulté. Mais si on peut s'en occuper, on a le lait maternel, le peu de moyens, je pense que c'est important de le faire. Parce que si on doit rentrer dans trop de calculs, nous-mêmes, on devient un obstacle à notre vie. Ok, il va enfant, c'est la bénédiction, comme on dit, à doigt où. Bon, moi, je suis trop africaine, donc je ne sais pas. Ok. En fait, ce que vous dites, c'est que dans les villages, nos mamans, etc., mais elles sont prêtes. Ah, elles sont prêtes, d'accord. En réalité, elles sont prêtes. En réalité, elles sont prêtes. Ouais, en ville, on n'est pas on calcule tout. Non, pas en ville. Je veux dire que dans le milieu rural, par exemple, nos mamans qui sont là, on pense qu'elles sont prêtes à pouvoir prendre soin de l'enfant. D'abord, le cadre, même s'ils prêtent. Voilà, même l'éducation et tout. L'éducation, nos valeurs qu'on veut leur donner, ces moments-là sont prêtes. Ok, je vois. Maintenant, dans le couple, quand on se met, c'est vrai que c'est pour fonder un foyer, c'est pour fonder une famille, mais tout a un temps, à un moment. Donc, quand on se met, c'est pas comme on se met ensemble directement et puis on commence à faire des enfants sans objectif. Parce qu'un couple, c'est la vie de mariage, la vie de couple. C'est pas tout le monde qui se marie. La vie de couple est un projet. C'est vrai. La vie de couple est un projet. Et faire un enfant aussi, là, il faut mettre un enfant en projet. C'est ça. Souvent, on peut appeler, c'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les écarts au niveau des projets, là. C'est-à-dire que on n'a pas souhaité un enfant et puis l'enfant est venu. Voilà, l'enfant est venu. Mais malgré tout, ce n'est pas parce qu'on ne l'attendait pas qu'il n'est pas venu. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas Dieu donné qu'il n'est pas le bienvenu. Il n'est pas le bienvenu, voilà. bien sûr. Donc, il est là. Il faut commencer déjà à chercher les ressources pour pouvoir s'occuper de cet enfant-là. Parce qu'à la base, on n'apprend pas à être parent. Mais maintenant, les parents doivent savoir que effectivement, on n'apprend pas à être parent, mais on apprend à avoir les aptitudes et les ressources nécessaires pour pouvoir accompagner ces enfants-là. Je comprends ce Voilà, c'est ça. Maintenant que tu comprends, vas-y. En fait, si vous voulez dire, si un parent doit guérir de ses blessures intérieures avant de faire un enfant. Parce que d'autres sont amoureux, ils font des enfants, et puis après, le passé te rattrape. Il y a des choses peut-être que tu as vécues, peut-être avec un oncle ou bien une tante là-bas, tu commences à refaire la même chose sur ton enfant. Non, peut-être qu'il faut que ces parents-là... Bon, en Europe, passe par un psychologue. Est-ce que c'est de ça qui... Je veux dire, c'est la psychologie d'une personne. Sur ce pan-là, j'ai expliqué un peu au niveau du couple, c'est-à-dire qu'il faut prévoir faire un enfant. Mais en l'attendant même, j'ai déjà dit ce qu'elle dit. Est-ce qu'on est guéri de nos blessures antérieures, de nos blessures intérieures? D'accord, ok. Donc, si je résume, les aptitudes qu'un parent, un futur parent doit avoir, au-delà des finances, c'est l'équilibre mental. L'équilibre mental. Responsabilité. Il doit être responsable de lui-même et pouvoir prendre soin de son enfant. C'est ça. Être sûr que le partenaire qu'il a veut aussi, ou le partenaire qu'elle ou il a, veut aussi avoir un enfant. C'est ça, ensuite? Dernier point, être autonome. Être autonome. D'accord. Donc, si on a réuni tout ça, on est sûr qu'on ne fera pas d'enfants à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Oui, c'est ça. On n'est pas du tout... oui, voilà. c'est là même qu'on arrive. Ouais. On ne peut pas être parent d'un enfant en étant chez un parent. En étant chez un parent. Parce que là, ça crée encore chez le parent même une blessure. Pourquoi ? Parce que le parent s'occupe non seulement de son petit-fils ou de sa petite-fille, et puis s'occupe en même temps de toi. Donc, du coup, imaginez-vous l'enfant peut-être à 5 à 4 ans, hein, on est encore là, supposons tu as eu l'enfant à 16 ans. À 20 ans, tu es encore en famille. L'enfant à 4 ans, l'enfant, il voit des choses. Voilà, ta maman parle sur toi. Elle t'envoie.
tu fais bêtise, elle te dit, hey, attention. L'enfant, il voit ça. Ouais. L'enfant, il voit ça. Et puis, tu as envie de parler sur lui aussi. Et puis maintenant, quand tu parles sur lui, maintenant, il te tient tête. Ouais, c'est ça. Parce que vous avez le même modèle éducatif. Ouais. Vous avez la même figure éducative, vous avez le même père éducateur. Ouais. Ou vous avez la même mère éducatrice. Donc, lui, là, il est votre petit frère. Elle est votre petite soeur. Ouais. Et tu es là, non, il faut me respecter, hein. Je suis ta maman. Alors qu'un parent ne doit pas dire à son enfant, je suis ton père ou bien je suis ta mère. Parce que l'enfant doit reconnaître que telle personne est mon père, telle personne est ma mère. L'enfant doit reconnaître ça naturellement. Si tu vois un parent dire à son enfant, je suis ton papa, si il dit c'est moi, je suis ton papa, c'est qu'il a une crise de responsabilité vis-à-vis de lui-même. Vraiment, monsieur, nous, les adolescents, là, souvent, ils font des petits trucs, tu rappelles, tu dis, alors, je suis ta mère, quand je te parle, tu ne m'écoutes pas, donc ça, c'est pas bon. Hein. Non, mais là, il est adolescent. Ah, l'adolescent, c'est pas la même chose. Mais que pensez-vous du stérilé? C'est-à-dire, il y a des femmes qui font beaucoup d'enfants. Voilà. Oui, on leur met on met ça dans le bras. C'est une méthode contraceptive. Vous n'êtes pas que l'enfant, si c'est stérile. Non, le stérilet, c'est dans l'utérus. Ça, c'est l'implant. L'implant, mais toujours est-il, ça ralentit. Oui, ça, c'est juste pour... Qu'est-ce que vous pensez des gens qui le font, par exemple? Est-ce qu'ils font bien de le faire quand ils calculent que, par exemple, ils ont fait trop d'enfants et qu'ils ne sont pas encore arrivés à leur projet et qu'il a la période d'attente, comme vous avez dit, il y a des périodes, non? Oui, bon, moi je me dis que non seulement c'est une méthode de contraception, dit je suis pour, je suis contre. Moi, je ne rentre pas dans les jugements. Ça dépend des choix, des choix de chacun. Voilà. Okay. Sinon, je pourrais bien dire que quand on arrive à se connaître, quand on arrive à se canaliser, il y a des choses qu'on peut déjà éviter. Maintenant, c'est vrai qu'on peut mettre des stérilés ou tout ça, mais est-ce que ça répond à ton corps? Est-ce que c'est compatible, quand tu vas à l'hôpital, on t'explique tout, on explique un peu tout ça. Sinon, dire que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, ça c'est laissé à l'appréciation de chacune de prendre ses responsabilités par rapport à faire un enfant. On va juste marquer une pause publicitaire et quand on revient, on va parler de... Enfin, si quelqu'un n'a pas pensé à tout ça avant d'être parent et qu'il est maintenant parent, qu'est-ce qui lui arrive et comment il peut rattraper le tir? On en parle à la deuxième partie, d'accord? Ce sera tout juste après cette pub. De retour chez les femmes d'ici. Aujourd'hui, nous sommes avec Nour Bakayoko, le psychologue qui a le brassard. Le Daïchi des psychologues. Ouais. Alors, Nour Bakayoko, voilà, une personne qui n'a pas pu regarder tout ça, qui n'est pas autonome, qui n'a pas forcément équilibré dans la tête et tout, et qui a un enfant. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Parce que là, il ne peut plus repartir. Là. De toute façon, la majorité des cas, c'est comme ça. Ah, c'est ça. La majorité des cas, c'est comme ça. Cette personne-là, quand elle veut réellement que ses enfants deviennent des personnes bien, doit accepter de se faire former elle-même. Doit accepter de se faire former elle-même. Parce que pour nos enfants, il n'y a pas de formation de trop. Pour nos enfants, en tout cas, bon, ceux qui ont vraiment la conscience qu'un enfant, c'est une part de nous-mêmes qui doit réaliser sa vie à lui. Voilà, il faut que je précise, réaliser sa vie à lui. À lui, pas la vie que nous, on veut. Nous, on veut, voilà. Réaliser sa vie à lui, on résume un peu tout ce qu'on peut pour pouvoir prendre soin déjà de notre enfant. Donc, une personne qui ne l'a pas fait, il faudrait que la personne sache qu'on a différents types de parents. C'est-à-dire qu'on a différents types de parents, ce qu'on appelle les styles parentaux. D'abord, on a le parent abusif. Le parent abusif, c'est ce parent-là, en réalité, qui impose son autorité par la violence quotidienne. C'est-à-dire que lui, il est toujours en train de frapper l'enfant, etc. Vous savez la conséquence que ça peut avoir sur l'enfant? Demain, l'enfant a un problème de confiance, un problème d'estime. L'enfant devient très influençable. Très rebelle aussi. Ou soit l'enfant développe, s'il n'est pas devenu comme ça, il développe ce qu'on appelle une revanche sur la vie. Et vous allez voir qu'il est microbe, il est quoi encore, il est agressif, etc. Donc, le modèle abusif, voici ce qu'on veut. C'est-à-dire le parent, il est comme ça. Maintenant, après le parent abusif, on a celui qu'on appelle le parent autoritaire. Et généralement, c'est ce modèle-là qu'on a généralement en Afrique. C'est-à-dire que c'est le parent qui impose les règles, point barre. Personne n'a son mot à dire à la maison. Donc, du coup... Il ne frappe pas forcément, c'est ça? Il ne frappe pas forcément. Sinon, il frappe aussi. Oui, de temps en temps. Voilà, il frappe bien même. Là, il éteint la télé. C'est-à-dire qu'il frappe bien, mais il est plus autoritaire. C'est-à-dire que c'est lui qui fixe les règles, tout le monde suit.
Si lui, il dit on fait ça, tout le monde fait. Okay. Du coup, ça inhibe l'expression de la personnalité de l'enfant. Mais en même temps, quand on est un parent, il faut bien qu'il y ait une certaine autorité pour que chacun puisse connaître sa place aussi dans la maison. D'accord. Quand je vais finir de citer les styles, vous allez voir. Okay. C'est-à-dire que, donc, du coup, l'enfant devient comme un automate. Il fonctionne comme ça. Et cet enfant-là, il sera très conservateur. Ah bon, hein. Il ne va pas vouloir que les choses changent, etc. C'est vrai qu'il il va s'insérer dans la vie, même en entreprise, quand il y a des choses qui changent, lui, de la manière, il faut que ça reste comme ça. Que ce soit ça, ouais, quand ça change, il est perçu. Donc, du coup, quand il rencontre un problème, c'est difficile de surmonter le problème parce qu'on l'a éduqué à suivre, à suivre, à ne pas avoir son mot à dire. Même à l'école, il pose difficilement des questions. Ouais. Il pose difficilement des questions parce qu'on les a mis. Et cet enfant-là, quand il est dehors, c'est pareil comme l'enfant abusif, mais lui, il devient très violent parce qu'il a envie de s'exprimer. Toute cette nervosité, cette frustration, l'envie de s'exprimer. C'est comme à la maison, elle est là, c'est comme c'est un ressort. Donc, quand l'enfant sort, vous voyez qu'on enlève là. Ouais, ça saute, ouais. Donc, ça saute déjà dans tous les sens. Et c'est là, et ces gens de parents-là, ils ont leur mot préféré. Moi, mon enfant que je connais, il ne peut pas faire ça, il me connaît. En tout cas. Moi, mon enfant, il me connaît. C'est compliqué. Il me connaît, il ne peut pas s'amuser comme ça. Ouais, c'est lui qui fait les bêtises. Même. Et puis après, on a celui qu'on appelle le parent permissif. C'est le parent permissif, le parent débonnaire. Ce parent-là, lui-même, il est en souffrance. Parce qu'il cherche l'amitié de son enfant, il cherche l'amour. Donc, il ne veut pas le frustrer. Il lui permet tout sans limite. Du coup, l'enfant devient comme le parent, lui devient comme enfant. Ouais, parce que l'enfant sait que le monsieur qui est là, la go qui est là, hein, elle veut que je l'aime. Donc, du coup, le parent est là, l'enfant fait des choses, il ne parle pas. C'est comme ça, elle est. C'est un enfant. Il faut faire, c'est comme ça, il est. Et quand c'est comme ça, demain, l'enfant ne peut pas prospérer dans son travail. L'enfant ne peut pas prendre des initiatives. Il devient très hypégéaphobe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre... Mais tu parles trop gros français. Hypégéaphobe, là. Mais j'ai eu... Hypégéaphobe, c'est la peur irraisonnée de prendre des responsabilités par soi-même. OK, hypégéaphobe. Oui, c'est-à-dire que la personne ne peut pas prendre des initiatives. Vous arrivez dans les entreprises, les diplômés, mais n'avancent pas, mais etc. Il est hypégéaphobe. Mais il ne peut pas prendre, il ne peut pas prendre des initiatives. Ouais. La personne peut tomber encore dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il va attribuer ses succès à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il a fait un bon travail, hein, tout le monde est fier. Non, mais ça, c'est Kadi, ça. Ça, c'est Kadi qui a fait. C'est parce que Kadi va aider que ça arrive. Voilà. Parce qu'il a peur, en réalité, d'assumer ce succès-là. Parce que s'il assume ce succès, ils vont lui donner d'autres responsabilités. Ouais. Ah non, ça, c'est pas moi, c'est fourle. Donc, vous voyez un peu. Ce n'est pas de l'humilité, c'est une fuite en avant. Ouais. Donc, voilà, ça, on a le parent permissif. À côté du parent permissif, on a celui qu'on appelle le parent surprotecteur. Voilà, les parents hélicoptères, là. C'est-à-dire, le parent surprotecteur. Ce parent-là, lui, il surprotège son enfant. Il faut dire, tu vois, son enfant, tu vas comprendre. C'est-à-dire qu'il surprotège son enfant. Du coup, l'enfant, qu'on appelle ça, a l'impression qu'il n'est pas libre. Il étouffe. L'enfant, il est étouffé. Donc, du coup, dans sa vie, il aura toujours besoin de l'approbation des autres pour pouvoir faire quelque chose. Ah ouais, ça, c'est pas bon, ça. C'est-à-dire, tant que les gens ne disent pas, faut faire là, ou bien est-ce que tu peux faire? Il a des bonnes idées, il peut faire ci, il peut faire ça. Il va toujours vivre, en fait, dans le regard des autres. Il va toujours vivre en fonction des autres. Donc, toute sa vie sera régulée sur une personnalité que les autres ont construite et cette personnalité que les autres peuvent manipuler. Donc, ça veut dire que le vrai lui est déjà mort en lui pour laisser éclore la personne que les gens ont construite. Mais à vous entendre, on a l'impression que quel que soit le type de parent, il y a un problème. Bon, je n'ai pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Parce que non, le parent surprotecteur. Après, le parent surprotecteur, c'est ce qu'on appelle le parent passif. OK. Ça veut dire, il a fait son enfant, il est bien haut. Il n'est pas bien haut. Il mange haut. Il ne mange pas haut. Il va à l'école haut. En fait... Ça, c'est plein de parents. En fait, j'ai un peu envie de dire, mais c'est bon. En fait, si vous permettez, lui, je voulais dire maître même, tellement que c'est... Sans vous couper, donc, il y a deux cas. Donc, le premier, c'est les parents, quand les enfants, on vient taper tout le temps. Tati, moi, ce que ton enfant a fait, il a insulté l'enfant du voisin, puis il a blessé, il a dit des gros mots. Oh, toi, quitte là-bas, là. Et moi, vilain ta tête, là. Toi, tu peux, mon enfant, fait, oh, quitte là. C'est vous. Et puis, au lieu d'accuser l'enfant, on ne cherche pas ce qui se passe. Et l'enfant le fait rentrer dans la maison. Et à l'autre parent, quand il dit, ah, je veux te parler.
vraiment, ton enfant, là, c'est pas ça, quoi. Je l'ai vu en train de faire des bêtises. Une fille à son âge, elle met pas de culotte, elle joue les petits garçons, essaie de réguler ça. Elle dit, non, ma fille fait pas ça, hein. Non, ce que tu dis, c'est faux. Elle est trop petite, elle ne peut pas penser à ce que tu penses. Et puis quand le pire arrive maintenant, elle a honte, elle ne peut plus te parler. Ouais. Tu deviens comme son ennemi, quand tu lui as donné conseil. C'est tout ça, non? C'est ça, mais ça c'est le caractéristique d'un parent débonnaire. C'est-à-dire qu'il refuse de reconnaître les défauts de son enfant. Mais là, on est sur le parent passif. On est sur le parent passif. Et le parent passif, c'est le gars, si on vient lui dire que ton enfant fait quelque chose, il va dire, oh mon cher, ça c'est les enfants fous, laissez ça. On va lui dire que ton enfant il est parti, il est là. Oh, non mais c'est petit. Il est là, est-ce qu'il le connaît? Il te dit. J'ai dit qu'il s'en fout quoi. Oh là, nous sommes dans la négligence parentale qui est à 3 niveaux. Tu vois, la négligence physique, c'est-à-dire que comment l'enfant s'habille, c'est pas son problème. Il est bien habillé pour aller à l'école, c'est pas son problème. Comment il se lave, etc. Il y a beaucoup de parents qui sont comme ça. Hein. C'est pas son problème. Ensuite, la deuxième forme de négligence, c'est la négligence de supervision. Ça veut dire, on ne regarde pas, on ne surveille pas en réalité ce que l'enfant fait de façon pratique. Il est parti à l'école, est-ce qu'il a fait ses cours? Oui. Ou bien on lui a donné tel travail, on lui a trouvé un petit travail dans un petit coin, est-ce qu'il va? Etc. On s'en fout, on ne vérifie rien. Et puis le dernier volet qui est plus grave, c'est la négligence affective. On ne dit pas à nos enfants qu'on les aime. Qu'on les aime? Oui. Ouais. On dit à mon enfant, non, je t'aime, je sais que ça, tu peux y arriver, etc., etc., etc. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est une autre jour-là, tu dis je t'aime à ton papa ou à ta maman, bon, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, ça, c'est vrai. Voilà. Mais bon, ça dépend, ça dépend. Et puis maintenant, la dernière forme que je vais citer, c'est le parent démocratique, que d'autres vont appeler le parent coach, que d'autres vont appeler encore le parent entraîneur. En fait, c'est la même chose. Okay. Si vous entendez les 3 expressions, c'est la même chose. Okay. Le parent démocratique, coach, entraîneur. C'est la même chose. En réalité, c'est ce parent-là qui allie la rigueur et la douceur. OK. Ce parent-là qui allie la rigueur et la douceur, c'est clair. C'est-à-dire que ce parent-là est plus têtu que son enfant. Effectivement. Ouais, c'est ça. Lui, il est plus têtu que son enfant. Et c'est ce qu'un parent doit être. Ouais. Un parent ne peut pas être l'ami de son enfant. Ce n'est pas ton ami. C'est ton enfant, ce n'est pas ton ami. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que lui fait? Non seulement il donne la parole à l'enfant, quand l'enfant a droit à la parole, quand l'enfant fait une bêtise, avant de commencer à le brimer, là, il commence déjà à échanger avec lui. Et puis c'est celui-là qui adopte les sanctions réparatrices. Et c'est celui-là qui sanctionne sur les envies et non sur les besoins. Ça, c'est quoi ça? Comment ça, on sanctionne sur les envies? Sur les envies et non sur les besoins. On a les besoins fondamentaux de l'enfant. Le besoin de se nourrir, besoin de se soigner, besoin de sécurité, etc. Donc, tu ne peux pas dire, par exemple, lui, comme le parent autoritaire, le parent abusif le feront, tu ne peux pas dire à un enfant, non, tu ne manges pas aujourd'hui. Mais manger là, c'est vital. Si tu ne manges pas, il vit comment? Il est rentré à 22h, tu dis, où tu es quitté là? Il faut retourner là-bas. S'il a été agressé, tu fais comment? Moi, j'ai trop vécu ça là. Bon, s'il a été agressé dehors là, tu fais comment? En réalité, ce n'est pas ton objectif. Qu'il soit comme ça, ton objectif, c'est qu'il comprenne la leçon. Mais il comprend comment la leçon s'il est à l'hôpital. Il se retourne là où il est quitté, c'est encore grave. C'est encore mal, mais l'enfant ne devient plus guindé encore même. Donc ça, ce sont les besoins. Maintenant, les envies, c'est quoi? On sait que l'enfant, il aime manger, par exemple, foufou. C'est ce que moi-même j'aime. C'est-à-dire, il aime manger, par exemple, foufou. Donc on lui dit, OK, aujourd'hui là, tu vas manger garba. Tout le monde mange foufou, toi, tu vas manger garba. OK. Ah ouais, moi, tu as sorte de punition. Voilà. Donc il est là. Il a mal. Ça dit tout le monde est en train de faire ça. Ça lui fait réellement mal. Même les enfants de 4 ans. Le parent démocratique lui dira, il a fait une bêtise. Au lieu de le frapper, il frappe les enfants de 4 ans. Comme si un enfant de 4 ans peut comprendre ce que ton enfant lui dit. Un enfant de 4 ans, il est dans son monde. À partir de 2 ans, il comprend. C'est-à-dire qu'il est dans son monde à lui. Il vit selon ses codes. Ce que le parent fait, c'est de le canaliser. C'est-à-dire que le parent le canalise. Donc, cet enfant, on le sanctionne. C'est-à-dire qu'il lui dit, c'est un enfant qui a bougé, viens. C'est toi qui as fait ça, oui. Pourquoi tu as fait? Mais est-ce que ce que tu as fait là, c'est bien? C'est-à-dire qu'on amène l'enfant à réfléchir. C'est-à-dire que c'est lui-même, il commence à dire que ce que j'ai fait n'est pas bien parce que. La leçon reste. Maintenant, la punition, c'est quoi? Ou bien, la sanction sera quoi? Il faut t'asseoir ici. C'est ça. Et puis là. Carton bleu pour toi aujourd'hui. Ça veut dire tu fonctionnes, tu fais des activités, il est assis. Ça lui fait mal parce qu'en fait, c'est pas son comme ça. Je sais pas ce que Didja en pense. Attendez, Didja, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est que pour qu'un enfant arrive à respecter une sanction, c'est que c'est depuis longtemps
le parent a eu l'habitude de faire des sanctions, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, un parent qui écoute cette émission, qui lui avait déjà commencé, par exemple, la chicotte, l'enfant finalement ne comprend que ce langage-là. Tu dis à un enfant, assieds-toi là. Dès que tu as fait ça, il est parti. Il ne reste pas là pour attendre que tu reviennes, en fait. C'est pour ça que les parents mixent un peu. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec les histoires de non, il faut dire, il faut t'asseoir, viens, on va discuter et tout. C'est moi, hein, mais... Ouais, c'est ça, en fait. Mais là, je viens sur quelque chose. OK. Quand un parent chicote son enfant, quand un parent utilise la violence pour pouvoir se faire respecter par son enfant, en réalité, c'est parce qu'on ne lui a pas montré d'autres alternatives. Effectivement. C'est parce qu'il n'a pas d'autre alternative qu'il utilise la chicotte. Mais quand on parle de chicoterie, c'est pas battre l'enfant sauvagement, en fait. C'est des fessiers, c'est pas... Je viens. C'est réellement ça. Parce que ne faites pas de sorte que l'enfant puisse développer une tolérance vis-à-vis de la violence. Si l'enfant développe une tolérance vis-à-vis de la violence, cet enfant-là va vous provoquer, exprès. Parce que c'est pourquoi? C'est pour me frapper, non? Je te dis, puis ça vient pour me frapper, non? Il fait. Il sait qu'on va le frapper. Donc, il n'y a pas de souci. Mais il sait aussi qu'on va lui dire, il faut t'asseoir ici. Or, en réalité, quand on lui... En fait, c'est un exemple que j'ai donné. Mais là, ce qui se passe, c'est que le préjudice, c'est-à-dire que le regret qu'il a, ce n'est pas physique. Ce n'est pas lié au physique. Ce n'est pas relié à une douleur physique. C'est plutôt relié à un état mental. Si je sais, par exemple, que quelle que soit la bêtise que je fais, on va me mettre au coin, ou on va me dire de m'asseoir là, je vais continuer la bêtise. S'asseoir là, voilà me mettre au coin, qu'est-ce que ça me fait? Justement, je veux renchérir, mais non, je viens, je vais partir... C'est quand même le psychologue, je vais partir sur ce que Didier est en train de dire. En réalité, c'est qu'avant, le parent n'a pas su établir les règles avec l'enfant lui-même. D'accord. Le parent n'a pas su établir les règles avec l'enfant lui-même. Établir les règles avec l'enfant, c'est quoi? C'est faire les règles même avec lui. C'est pas lui qui va définir. Mais à 3 ans, 4 ans, non, je ne parle pas de 3 ans, 4 ans. À cet âge-là qui fait les bêtises, on fait quoi? À 3 ans, 4 ans, là. Oui, un enfant, par exemple, à 3 ans, 4 ans, nous sommes dans un stade de développement propice. Donc là, un enfant, il est dans l'imitation. Donc, avant de le frapper là, il faut changer ton comportement. Mais tu viens... Attends, je viens. Donne un exemple, justement. Avant de le frapper, tu veux changer son comportement. Avant de le frapper, il faut chercher la source, en réalité, de son comportement en question. D'accord. Moi, je donne un exemple concret. On va aller sur du concret. Moi, mon fils, il a 3 ans. Il est comme moi. C'est-à-dire qu'il est têtu, il est comme moi. Mais il respecte. Il respecte parce que il y a des moments où je le mets au coin et tout. Mais avant-hier, je l'ai chicoté parce qu'il est parti dans la cuisine pour aller ouvrir le gaz. Que lui veut sauver la maison. Tu vois? Mais attends, mais j'ai pété un plomb. Je dis, mais c'est pas possible, ça va pas. Donc j'ai descendu son pantalon, je l'ai bien chicoté. Mais juste quand il voit cuisine même là, il fait le tout. D'accord. Merci pour le cas. On règle ça tout de suite. Il respecte d'habitude, non? Oui. Donc s'il a fait ça, c'était une erreur. Mais il faut qu'il comprenne que... Mais je viens. S'il a fait ça, c'est que c'est une erreur. À son âge là, le cerveau de l'enfant ne comprend pas les interdictions. Tout ce qui est interdit là, ça attire. Il faudrait que tous les parents puissent comprendre ça. C'est pour ça que je veux renchérir depuis... Tout ce qui est interdit là, ça attire. Donc, quand il va, par exemple, il a ouvert le gaz, il a 3 ans. Oui. Voilà. On prend l'enfant, c'est vous qui avez fermé, mais c'est lui qui a fermé. C'est moi, je l'ai fermé. Exactement. On lui explique, en fait, les conséquences de... Mais il dit c'est Sam le pompier, que lui veut sauver la maison. Donc, lui, c'est bien. C'est pourquoi il dit, il répète ce qu'il voit. Il veut éteindre le feu comme ça. Ça passe renchérir dans cette façon. Maman. Depuis Salomon, c'est des répétitions, ne me voit pas. Tonton, pardon, il a dit 2 mots. Vas-y. Ma soeur dit, puis ma soeur a dit, moi aussi, j'étais comme vous. Vous savez, on a grandi sur nous, chicotait nous. Maintenant, quand je suis arrivée en Angleterre, mon fils, à la maison, je le frappais. Mais tu faisais devant là-bas, si on t'attrape, là, on t'arrache ton enfant. Donc, j'ai trouvé que les Blancs, ils étaient trop légers dans leur façon. Il y a trop de légèreté. Puis un jour, je suis allée à l'école. Et puis, on m'a montré. On dit, ici, on ne frappe pas les enfants. Voilà comment ça fonctionne. Ils ont des cartes. Vous voyez, comme genre, les cartes de... comment vous appelez ça? Comme les feux tricolores. Il y a rouge, il y a orange, il y a vert. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met rouge, orange, vert. Et l'enfant, quand il déconne, on dit, ce que tu as fait, est-ce que c'est bien? Il dit, je ne sais pas. On dit, voilà.
Voilà pourquoi c'est pas bien. Donc, quelle est la carte que tu dois toucher? Il dit carte rouge. Donc, carte rouge, il est au coin, il n'a pas de récréation. Bon, il a le goûter, mais en tout cas, le pignon, il a dit, mais ça, là, c'est quoi? Ça peut rien faire. Moi, il le faisait pomper même, il n'a pas pompé. Mais non, on nous faisait ça. Et puis, à la fin, un jour, moi-même, j'ai eu pitié. J'ai tellement tapé l'enfant que j'ai abusé. Il dit, bon, je vais faire doucement avec lui. Et puis, j'ai commencé à faire les cartes. Je vous jure que ça marche. Ça marche plus que tout. Parce que, comme il dit là, tu parles à l'enfant. Tu as allumé le gaz. Si c'est que tu peux tuer maman, ça peut tuer papa. Si ça s'appelle peut-être, je sais pas, Yvan, ça peut tuer Yvan. Ce que tu as fait, c'est dangereux. C'est vrai que tu te dis qu'il ne comprend pas. Quelle carte qu'il faut toucher? Maman rouge parce que j'ai fait une bêtise. Allez, tu t'assois au coin. Ça fait que l'enfant... En fait, non, moi, je suis d'accord. C'est qu'elle est en train de dire, là, je suis d'accord. Mais je veux dire que c'est comme si... Ça, c'est des choses... Quand il y a des trucs un peu plus légers, il fait d'autres bêtises où on ne le tape pas du tout. On n'a pas la notion du gaz à la base. Mais moi, en fait, je voulais vraiment marquer un point pour que le gaz, ce soit un no-go area. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à aller faire tout ce qu'il veut, mais le gaz, on ne le touche pas du tout. D'accord. Donc, ça nécessitait la chicotte. Oui. Vous étiez énervée, non? Ah ben oui, forcément. Tu n'étais pas contente. Ah non. Parce qu'elle a pensé à sa vie. Oui. Voilà. Donc, tu n'étais pas toi-même. Mais c'est quoi ces 3 claques que j'ai fait sur ses fesses? Non, mais est-ce que tu étais toi-même à ce moment-là? Non. Non, tu n'étais pas toi. Mais j'ai pensé à ma maison qui va aller en tu feu. n'étais pas toi-même. Donc, ça dit que en une claction de secondes, ça pouvait dégénérer. C'est vrai. En une claction de secondes, ça pouvait dégénérer. Klaxon. Parce que ça dit que... Tu es trop énervé, ça arriver, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que la colère, c'est une coup de folie. C'est ça, je suis d'accord. On n'est pas nous-mêmes. Voilà pourquoi ça dit qu'au moins si tu es conscient, hein, tu dis, moi, je vais le taper un peu là. Mais là, tu n'es pas toi-même. Ouais. Et puis déjà, un enfant de 3 ans, son cortex frontal n'est pas encore bien développé. Du coup, donc il est en plein développement. Bon, tu l'as giflé là, tu le gifles ici. Ça touche son cortex frontal, ça touche au niveau de ses oreilles. Ça touche au niveau... Mais les fesses qu'on tape, non seulement, ça fait partie des parties intimes. Ça fait partie des parties intimes. En fait, je veux dire que on n'a pas conscience de ce que nous faisons aux enfants. Voilà pourquoi quand on fait la psychologie de l'enfant, voici le corps de l'enfant. Hein? Voici tel aspect. Quand tu vas taper ici, là, voici ce que ça peut créer comme problème. Quand tu vas taper ici, voici ce que ça peut créer comme problème. Et là, on ne le sait pas. On frappe toujours les enfants avec nervosité. C'est parce qu'on n'est pas content qu'on les frappe. En fait, ce que je veux que monsieur le psychologue, je veux juste dire, tu sais, les voisins sont très méchants en Afrique. Je vais vous dire pourquoi. Les gens nous encouragent à frapper nos enfants parce qu'on dit qu'on a reçu l'éducation, n'est-ce pas? Mais lorsque l'enfant a pleuré vendredi et que le samedi prochain, tu as tapé l'enfant dans la colère, tu t'es pas mis parce qu'effectivement, la maison va prendre feu, il va tuer tout le monde. Donc tu as peut-être tapé sur les fesses dans ton cas, mais d'autres, peut-être il a donné un coup. Et l'enfant tombe, il s'évanouit. On envoie les parents au commissariat, on dit, regarde-moi cette mauvaise sonde sur Facebook. Elle a maltraité son enfant. Et puis la voisine, la voisine qui n'a pas mangé hier va venir dire, moi, mais samedi prochain, mais l'enfant criait dans la maison, on va le tuer. Tu la vois ici, elle vient faire malin, ça va tuer son problème. C'est comme ça que beaucoup de gens, souvent, c'est pas le cas de maltraitance continue. C'est juste 2 fois et puis moi, j'ai envie de demander, parce que tout à l'heure, quand Yasmine a parlé des mamans au village, elle avait dit qu'elles sont dans le bon conditionnement pour avoir des enfants. Mais ces mamans-là, dans leur bon conditionnement, c'est elles qui ont frappé aussi. Donc, les enfants ne font que reproduire ce qu'ils ont reçu comme éducation. Parce que finalement, tu te dis, si j'ai filé droit, et malgré qu'on m'ait tapé, c'est que si je tape mon enfant, il peut aussi filer droit. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une cassure, il n'y a pas quelque chose à replacer? D'accord. En fait, ce que je veux dire, en fait, il y a eu des émissions antérieures. Voilà, peut-être qu'on ne va pas revenir sur certaines choses. Voilà pourquoi il y a des aspects que je n'ai pas touchés en réalité. Ce que vous dites, par exemple, c'est qu'on a la reproduction d'un modèle. Et comme je l'ai dit au début, ce n'est pas parce que quelque chose est bien pour nous que c'est bon. Déjà, nous, on nous a battus. Moi, en tout cas, maman ne m'a pas frappé. On nous a battus, on nous a frappés. Il y a d'autres qui disent, par exemple, moi, on m'a frappé, et puis moi, j'ai réussi, je suis là. Ils oublient de vous parler des blessures intérieures qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont ces blessures intérieures-là. Souvent, on ne comprend pas pourquoi, mais on en veut à notre père. Peut-être il a payé notre scolarité, il a tout fait. Si, et quand on va fouiller là, ça a un lien avec ce qu'il nous a fait de façon physique. C'est vrai. Moi, j'ai reçu une personne du 3e âge de 73 ans. Il dit, vraiment, aujourd'hui, j'ai tout ce que je veux, mais j'ai envie de retourner dans mon enfance pour enlever cette cicatrice-là, parce que mon père m'a trop frappé.
Non, moi, je suis totalement d'accord. On est vraiment contre, en fait, cette façon très abusive, là, de taper à tout moment les enfants et tout ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment le côté... moi, je me considère, par exemple, comme un parent coach-entraîneur, où tu arrives souvent à parler avec lui, l'enfant te dit « je suis désolé, pardon » et tout, il te fait des bisous, gna, gna, gna. Et souvent aussi, tu as l'impression qu'il faut que ça, par exemple, pour marquer, pour ne plus que demain, ça se reproduise. Oui, mais si vous aurez, par exemple, adopté un autre comportement, l'enfant aurait compris. D'accord, OK, on va essayer ça. Parce que pourquoi je le dis? Il faut veiller à ce que ton enfant n'ait pas peur de toi. Ouais, et c'est ce que tout le monde, c'est ce que non, moi, mon enfant, il a peur de moi. Quand il me voit là, pouf, il fuit. Mais justement, on va parler de ça, justement. Moi, j'aimerais bien ça. C'est-à-dire, non, l'enfant n'a pas peur. Et moi-même, du coup, je me dis, mais est-ce que souvent aussi, quand tu es un peu trop doux avec ton enfant, enfin, tu jongles, hein, moi, je jongle, souvent, je suis chaude et tout, souvent, je suis un peu froide, parce que moi, j'aime beaucoup les câlins et tout. Mais souvent, moi, quand je rentre à la maison, mon fils me dit, maman, tu m'as manqué, il me fait des bisous sur la bouche. Je dis, mais est-ce que l'enfant n'est pas au fond de moi? Est-ce qu'il n'a pas développé un truc bizarre? Oh là là! Je sais pas, moi. Comment l'enfant exemple, il fait des bisous sur la bouche, il t'attire, ça fait trop... Comment? Non, c'est-à-dire que... non, c'est pas une question de tendance. C'est-à-dire que c'est une question de représentation d'un modèle. Vous êtes câline. Ouais, okay? très. Donc, l'enfant, la manière dont il vous voit, hein, il a envie d'être comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il copie quelque chose. Ça me fait peur, hein. C'est-à-dire qu'il copie quelque chose. C'est dangereux pour un garçon ou pas? Non, c'est pas dangereux pour quelqu'un. OK. C'est pas dangereux pour quelqu'un. Parce que la notion de dangerosité, dépend de l'idée qu'on se construit derrière cette dangerosité-là. Voilà. Donc, c'est pas forcément dangereux. Ça peut être une personne très sociable. Ça peut être une personne qui a une tendance à l'extraversion. Ça peut être une personne qui a une tendance à développer une intelligence sociale ou bien une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire apprendre à reconnaître les émotions des autres et tout. Ça, ouais. Donc, c'est avec vous qu'il les fait, mais il fait ça avec tout le monde. Non, c'est avec voilà. moi. Alors, OK, d'accord. C'est le temps de la pub. On va juste marquer. Bon, c'est bon, là, je parle plus. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après pour terminer ce bel enseignement-là avec Nour Bakayoko. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour la troisième et dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Nour Bakayoko et on parle de parentalité. Est-ce que tout le monde peut être parent? Alors Nour, j'aimerais que tu termines le dernier type de parents, là, les coachs, entraîneurs. Voilà, le parent coach, le parent entraîneur, comme j'étais en train de le dire, c'est celui qui mène l'enfant au cœur de la famille. C'est celui qui responsabilise l'enfant. C'est celui qui s'arrange à ce que l'enfant soit autonome dans certaines tâches. C'est celui, par exemple, qui prend ses enfants pour sortir du cadre familial, pour aller déjà, soit, je vais dire, à la piscine, peut-être au parc, sortir un peu avec les enfants pour que l'enfant puisse développer, en réalité, renforcer d'autres formes d'intelligence qu'il a. Comme ça, il se dira que l'enfant sera un être complet. C'est comme un package complet, en fait. Non seulement, pas seulement entre les 4 murs de la maison, on ne sort pas, on est là, on est là. Ça peut développer des tendances incestueuses entre les frères et les sœurs. D'accord, ça marche, c'est bon. Alors, oui, Yasmine, tu vois. Alors, je veux juste compléter pour parler encore de frapper l'enfance, parce que je vois beaucoup de commentaires sur Facebook lorsqu'on fait les émissions, les gens qui nous disent oui, celui-là même, il dit comme celle-là, il dit quoi? Non, on doit frapper, on doit frapper. C'est ce qu'a fait de nous aujourd'hui. Je suis fière de mon père et tout. Mais en fait, toi, tu es fière parce que toi, tu as supporté. Mais ton frère peut ne pas supporter. Vous savez qu'on peut être trois frères dans une famille, 3 sœurs. Et puis, une personne peut avoir une forte personnalité, l'autre moins. Et l'autre, ça peut casser la personne. Donc, ce que toi, tu as pu accepter, qui a fait de toi aujourd'hui quelqu'un de réussi, peut-être que ton frère ou ta sœur ne pourra pas avoir la même façon que toi de voir les choses. Elle peut être traumatisée par ça. Donc, bon, une autre fois, peut-être qu'on verra comment. Les enfants traumatisés, on les reconnaît, quoi. Moi, j'allais en venir. Je veux dire que dans nos sociétés africaines, on a 7, 8, 10 enfants. Est-ce qu'il faut adapter l'éducation en fonction de chaque enfant, en fonction de la personnalité de chaque enfant, ou selon la famille, il y a une éducation universelle qui est donnée à tous les enfants et chacun en fait ce qu'il veut? Déjà, dans les familles nombreuses, on a forcément des personnalités différentes en fonction des enfants. Parce que la personnalité même de l'enfant en question va dépendre du processus, même depuis la grossesse, jusqu'à ce que l'enfant vienne. Même les mères qui nous regardent, qu'elles remarquent leurs enfants, et puis elles remarquent comment la grossesse s'est passée. Ceux qui ont eu des grossesses assez compliquées, l'enfant, il est têtu, il est un peu difficile. Ouais. Quand il y a eu une grossesse heureuse, l'enfant, il est joyeux, il est content, etc. Donc, ça va d'abord partir de là.
Parce qu'avant de parler de la conséquence, il faut parler de la cause. Donc maintenant, quand c'est comme ça, il y a une éducation universelle de base, c'est-à-dire les valeurs même de la famille, les valeurs sociétales, tout le monde a ça. Maintenant, en fonction de la personnalité de chaque enfant, le parent adapte l'éducation par rapport déjà à chaque enfant. Il sait, par exemple, lui, si je lui parle directement, il va comprendre, il va faire ci, il va faire ça. Mais lui, si je le mets au coin, ou même si je le mets ici, il va comprendre. Et c'est ça, le parent doit connaître son enfant. Et pas simplement savoir qu'il y a un enfant qui est là. Mais, mais tout à l'heure, vous avez soulevé un point où on disait « Non, moi, mon enfant ne peut pas faire ça ». Donc, ça veut dire qu'il y a les parents ne peuvent pas suffisamment connaître leurs enfants pour savoir, par exemple, quand l'enfant sort, s'il fait ça, oui, mon enfant est capable de faire ça. Oui, donc, à ce moment-là, comment ça se passe? Comme je vous l'ai dit, j'ai dit que ce sont les parents abusifs, les parents autoritaires. Voilà. Donc, le parent abusif, le parent autoritaire, lui, ne prend pas le temps de savoir ce que l'enfant pense. Ouais. Il ne prend pas le temps même de savoir même ce que l'enfant va dire. Il applique. Ouais. Or, par exemple, le parent entraîneur, il te dira si son enfant peut faire ça ou bien il ne peut pas faire ça. Vrai, moi, j'ai déjà eu des femmes qui sont allées à l'école pour dire que ma fille a eu 18 en anglais. Moi, je sais qu'elle est nulle. Comment elle s'est arrangée, elle a eu 18 en anglais? Le professeur me doit des explications. Ben, elle est sérieuse, la maman. Mais c'est possible. Oui, parce qu'elle n'est pas prête à être maman. Sa fille a triché. Oui, elle est prête à être maman. C'est parce qu'elle connaît sa fille. Voilà, elle s'inquiète du fait que son niveau dans cette matière n'est pas bon. Mais comment elle a eu ça? Donc, elle va à l'école pour chercher des réponses. OK. D'accord. Alors, juste avant de passer au sans tabou, moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'on peut véritablement avoir des enfants modèles? On peut avoir des enfants qui s'adaptent au modèle sociétal. OK. Mais puisque la notion de modèle dépend de chacun. Parce que pour moi, quel sera un enfant modèle? On ne va pas dire un enfant qui ne fait pas de bêtises. C'est un être humain. C'est-à-dire l'être humain, il est versatile. C'est ça. Mais on peut dire qu'un enfant qui va respecter les valeurs sociétales, c'est cet enfant-là qui a eu le temps de verbaliser sa souffrance, de dire son mot, etc. C'est cet enfant-là qui a vécu le processus de la vie. C'est-à-dire quand il est rentré dans l'adolescence, il a fait sa crise, il a été bien canalisé. Quand il est rentré dans la vingtaine, il a été bien suivi jusqu'à ce qu'il ait un âge où il soit vraiment autonome. Donc les parents peuvent participer à la construction de cette personnalité-là. Du coup, tenir compte de ses individualités. Et tenir compte aussi de son projet à lui. Tenir compte de son intelligence. Tenir compte de ses compétences. Tenir compte de ses talents. Tenir compte de sa passion et tenir compte de son épanouissement. Wow. Donc, du coup, quand on tient compte de tout ça, l'enfant, il sait qu'on a respecté sa vie, on l'a respecté lui-même. Donc, il y a un sentiment de devoir vis-à-vis de ses parents. Alors là, ce que les gens ne savent pas, il y a le volet, les religions vont parler de ça, ça c'est leur spécialité. Au niveau, même psychologiquement, ça s'explique. Quand l'enfant est rassuré que ses parents derrière comptent sur lui, pas forcément matériellement, comptent sur lui pour avancer, il a 2 fois plus de motivation à pouvoir réussir ce qu'il est en train de faire. Mais quand il sait que tout est gâté derrière, quand il sait que derrière, il n'y a rien, les parents ne vont rien faire, en réalité, il est découragé lui-même. Il s'en veut lorsqu'il y a un échec. Il commence à s'en vouloir intérieurement. Alors que si le parent lui dit, vas-y, on sait que tu peux, nous on compte sur toi, ça peut. Donc ça veut dire que le parent même doit participer à l'évolution, à la réussite de ses enfants en lui faisant confiance. En lui disant toujours que, voilà, on t'aime, on sait que tu peux arriver, ne te décourage pas, ce n'est qu'un petit échec. Voilà, vas-y, tu peux arriver. Quand tu mérites de l'eau, félicitations. Alors, on part au sans tabou maintenant, le sans tabou. Alors, ce sans tabou-là, il est un peu lourd, mais c'est une réalité, donc il faut qu'on en parle. C'est une dame de Los Angeles qui nous a demandé qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un parent pédophile. Elle s'est rendue compte que son père est pédophile. Il le fait avec d'autres enfants. Et elle vient de l'apprendre. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Elle m'a envoyé un message et je lui ai dit, OK, bon, on en parle. Avec Nour Bakayoko, parce que je ne sais pas avec qui on parlait. Je vous en prie. C'est chaud, hein, c'est fort. Déjà, hein? Oui, c'est très fort. Ouais. Il y a déjà cette trahison et puis cette blessure au niveau de la représentation surtout parentale. qu'elle a des enfants, du coup, elle ne veut pas que ses enfants partent chez lui. La représentation parentale. Du coup, quand elle voit ses enfants, elle souffre au quotidien. Bien sûr. Parce qu'elle sait. Et quand c'est comme ça, je vais dire, il faut apprendre à casser la chaîne. Ouais. Il faut apprendre à casser la chaîne. Moi, il y a déjà eu des cas comme ça. Des cas comment? Des cas où le mari est pédophile, l'enfant, son fils le sait. En fait, sa maman, elle sait, mais elle fait semblant comme elle ne veut pas voir.
Donc, ils arrivent à l'école, l'enfant est un peu trop dans son coin. En fait, ça tape sur son matin, il n'arrive pas à évoluer et tout. Donc, ils ont appelé sa maman. Quand sa maman est venue, il a regardé sa maman. Et puis, il dit, tu sais très bien pourquoi je ne vais rien faire. Il dit, maman, tu sais. Un enfant de CE2, il dit, maman, tu sais. Ah bon? Et puis, elle a dit quoi? Donc, c'est quand on creuse. Moi, j'ai changé avec l'enfant après. Mon ami m'a appelé, il dit, Joe, il y a un cas ici. Hein. Donc, moi, j'ai changé avec l'enfant après. Mais ce que l'enfant m'a dit, vraiment, voilà, c'est parce que bon, tu es psychologue, tu peux pas montrer certaines émotions aux enfants, mais bon, voilà. D'accord. Et donc, pour le cas de cette femme-là? Pour le cas de cette femme-là, déjà, pour qu'elle soit équilibrée, pour ne pas qu'elle puisse vivre dans les blessures par rapport à ça et par rapport à ses enfants, il faudrait qu'elle dénonce. Ils vont dire, non, c'est son papa, c'est comme ceci, c'est comme cela, mais il y a un fait fondamental qui est là. C'est vrai que c'est ton papa, mais il y a combien de vies qui sont en train d'être détruites? Il y a combien de personnes qui sont en train de mourir? Il y a combien de personnes qui sont en train de se détériorer au niveau mental? Il y a combien de personnes qui sont en train de se perdre? Et là, quand tu regardes ça, tu penses aussi à tes enfants. Si c'était mes enfants, qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'ils allaient... Enfin, les autres, ils font ça. Hein? Ils allaient devenir et tout. Donc, il va falloir briser la chaîne, dénoncer, parler. Souvent, on est dans trop de sentimentalisme. Et ça, là, ce sentimentalisme... Ils vont dire que c'est sa fille même qui est partie le mettre en prison. En tout cas, ce sentimentalisme incongru, là, hein, c'est ce que nous tue beaucoup en Afrique. En plus, c'est la Los Angeles. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter d'être gentil, il faut être bon. Quelqu'un nous a dit ça ici. Hein? Un invité nous a sorti. Voilà. Quand tu es bon, c'est mieux. Toujours non, c'est moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que quand on est bon avec soi-même. Voilà. On est bon avec les autres, on est bon avec la société. Tout le monde, effectivement. D'accord. Je reviens à toi, Nour. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, personnellement, je pense qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que si c'était quelqu'un d'autre qui venait faire des attouchements à ses enfants, l'autre personne qui allait venir faire là, c'est aussi papa des gens. Et peut-être que sa fille aussi n'a pas dénoncé au point où ça arrivait chez vous, vos enfants. Donc, on va rester dans papa de quelqu'un, papa de X, et puis ça va permettre... Vous avez la possibilité, Dieu vous montre, il faut dévoiler, il faut dénoncer pour que vous-même vous soyez protégés et que vous puissiez dormir en paix. Parce que chaque nuit passée est égale à un enfant abusé. Chaque nuit passée est égale à une fille dont la vie est brisée. Est-ce que vous aimeriez que la vie de vos enfants soit brisée? La vôtre n'a pas été brisée. Ne permettez pas que ceux des autres aussi soient brisés. Dénoncez. Ça, là, ça peut ton papa. Dénonce. DJ. Non, je suis totalement d'accord et je suis contente pour elle-même parce qu'elle aurait pu être victime de son père. Donc, si elle n'a pas été victime de son père et qu'aujourd'hui, elle a la possibilité, en fait, de protéger certains enfants, ne pas se rendre coupable de violence vis-à-vis d'enfants, ce serait bien de dénoncer, effectivement. C'est vrai que c'est mon père, mais c'est un danger pour la société. Et en plus de ça, je pense qu'il a une instabilité mentale. Donc, il faut absolument, dans tous les cas, qu'il paye déjà pour ce qu'il a fait et qu'il se fasse suivre et accompagner, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est dans son état normal, en fait, qui a tous ses sens complets. Donc, il faut dénoncer, peu importe que ce soit ton père, ton grand-père ou ton frère. Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Et surtout ça, pour qu'on puisse le suivre, moi, personnellement, ça, c'est un principe personnel. Parce que nous, au niveau des psychologues, il y a ce qu'on appelle notre code de déontologie. Il y a des choses dont on n'est pas permis de parler en public, sur un plateau de télé et tout. Mais personnellement, un principe, c'est que ces gens comme ça, là, si on me les amène pour les suivre, je demande d'abord à ce qu'ils partent en prison. Oui, bien sûr. Parce que tant qu'il n'a pas payé sa dette avec la société, je ne peux pas le suivre. Parce que c'est cautionner déjà l'acte qu'il a eu à poser. Donc, du coup, c'est en prison là-bas qu'on peut aller le suivre en prison là-bas. Parce qu'on ne va pas dire non, il a fait ci, c'est parce qu'il a un problème mental. Pourtant, souvent, il y a des gens qui ne vont pas en prison parce qu'ils ont des problèmes mentaux. Hein. Oui. Après, ils vont dans les centres. En réalité, il y a l'hôpital psychiatrique qui est là. C'est des centres, Il ne s'agit pas qu'il reste à la maison. Non, il faudrait qu'on l'interne. Comme ça, il est là-bas. Mais souvent, il y a d'autres qui essaient de tromper la vigilance de la loi. Des choses, comment on appelle ça, des spécialistes. Moi, en 2019, du genre, on m'appelle, on dit non, voilà, de venir suivre un gars. En fait, il a violé une petite fille au quartier. Maintenant, pour le dossier, au niveau de la justice, là, on veut que non, je le consulte. Moi, je ne savais pas, en fait, les gens voulaient me mélanger. Donc, moi, je suis allé, je l'ai écouté, je lui ai même fait passer un test de personnalité, tout ça. Je vois que les gars, il n'a rien. Moi, j'ai fait mon rapport tranquille, je dépose. Parce que moi, je ne sais même pas l'histoire qui s'est passée, je ne sais rien. C'est après, maintenant, le père va me dire non, voilà, en fait, il y a une fille là,
Elle dit que non, il a violé Elle tout. dit que... Donc, on a besoin de faire un truc comme ça pour que... Etc. Donc, il a dit, ah bon? Il dit, non, tu sais, pour payer, il n'y a pas de souci. Il dit, ah, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, c'est pour faire ça. J'ai dit oui. Il dit, OK. Donc, je vous envoie le rapport. De toute façon, le gars est kené là. Je lui ai envoyé le rapport comme ça. Voilà, il est bien, il n'a rien. Ouais, il dit, mais non. Parce que il y a une personne en souffrance. Donc, moi, je ne peux pas dire, et puis il va violer d'autres filles. Donc, tu es malade. Cette même année-là, j'ai actionné des ONG qui sont déportées sur le terrain. Il avait déjà donné l'argent même à la maman de la petite. C'était un quartier précaire, je ne veux pas citer le quartier. Donc, il avait donné l'argent, tout. Donc, elle ne voulait pas en réalité porter plainte et tout. Donc, moi, je suis parti, je lui ai dit, est-ce que l'argent là, ce qu'on vous a donné, c'était combien? 250 000. J'ai dit, ça là, est-ce que ça peut soigner ta fille? Est-ce que ça peut apporter quelque chose à votre vie? J'ai dit, si vous n'allez pas dénoncer là, il va faire ça à toutes les petites filles du quartier et puis ça ne va pas aller quelque part. Il dit, n'ayez pas peur. Si c'est ça seulement là, on va voir. Voilà. Mais le gars m'a menacé sur une semaine. Bon. Il m'appelle, il me menace. Est-ce que tu me connais? Tu sais, etc. Des conneries comme ça. Malheur pour lui. Moi aussi, j'essaie de menacer. Très bien. On est déjà à la fin de cette émission, Nour. Je ne sais pas si on a fait le tour comme tu voulais. Est-ce qu'on t'a pas trop coupé? Il y a des choses que tu as envie de rajouter pour les parents qui sont là aujourd'hui, qui sont dans la chambre en train de se regarder, monsieur, madame, ils se disent, on veut faire un enfant ou pas? Nour, parle-leur. Si vous voulez faire un enfant, d'abord, il ne suffit pas d'avoir la volonté. Essayez de voir les conditions dans lesquelles vous vivez. Essayez de voir si vous-même, si vous êtes guéri intérieurement de vos blessures passées. Essayez de voir si vous-même, vous avez des objectifs par rapport à l'éducation de vos enfants, si vous avez des objectifs par rapport à sa scolarisation, si vous avez des objectifs par rapport à son projet professionnel, par rapport à la construction même de sa personnalité. Donc, si vous avez déjà établi tout ça, vous pouvez faire un enfant. Vous allez voir que l'éducation, là, ça sera comme sur des roulettes. Ça va aller comme il se doit réellement. Comme il se doit. Et pour terminer, j'aimerais dire qu'un enfant qui est regardé avec amour reçoit la confiance dont il a besoin. Un enfant qui est regardé avec amour reçoit la force dont il a besoin. Un enfant qui est regardé avec amour reçoit la satisfaction dont il a besoin. Avec amour, reçoit en fait l'équilibre mental dont il a besoin. Ouais. Et moi, je vous dis, je vous regarde avec amour afin que vous ayez l'équilibre dont vous avez besoin. Je vous souhaite beaucoup d'amour et de paix chez vous. Bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye.